On vient mettre notre grain de sel. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Grain de Sel Télé. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission produite par Traveldoc. Grain de Sel Télé, c'est une équipe de citoyens et de citoyennes engagés, motivés. On sillonne le littoral roussillonnais à bord de 2 voiliers pour rencontrer celles et ceux impliqués dans leur quotidien, à comprendre, étudier la mer Méditerranée et surtout à trouver des solutions aux enjeux de demain. Aujourd'hui, de l'éthique dans nos assiettes ou comment continuer à pêcher et produire de manière responsable tout en préservant l'environnement, c'est la question que se posent ici tous les jours les acteurs et actrices locaux de l'étang de Thau. Nous sommes ici à Marseillan en ce moment. C'est là que Grain de Sel Télé a amarré pour quelques jours. Comment continuer à se nourrir sans nuire au sol et au fond marin? C'est la question qu'on va se poser tout au long de cette émission. En deuxième partie, on retrouvera notre invitée artistique du jour, Gaëlle Boucherit, qui est une artiste plasticienne originaire de Bretagne. Mais avant, cap sur les voiliers de Grain de Sel Télé. Retrouvons Clarisse, notre jeune embarquée, qui nous conte les nouvelles de l'équipage. On vient mettre notre grain de sel. Heureuses qui, comme Pénélope, ont pris le large pour changer d'horizon. Pour faire un projet culturel et écolo en bateau, il vous faut une équipe de bénévoles couteau suisse qui tient bon la vague et tient bon le vent. Tout droit, Moussaillon, tout droit. La mission est terminée. Des fameux voiliers assortis de leur skipper épique, j'ai nommé Philippe, Jean, David et Roger, des vieux loups de mer à la peau tannée et aux t-shirts rayés, des invités aux petits oignons, des ports accueillants et des buffets généreux, des poubelles de tri et une référence zéro déchet. Les pistotes, Marika et Béné, nous régalent chaque jour avec leurs petits bijoux culinaires épicés et variés, aussi beaux que bons. Bon appétit de la part de Wayne. Ce qui ne nous empêchera pas de goûter aux spécialités locales. On aura même le droit à une soirée paella. Alors, c'est Giano et Wilfried au fourneau. Ouais, parce que les encornets farcis, là, on les flambe au pastis. Autour d'un bon repas, accompagné d'un petit verre, on se raconte nos parcours. On cause aussi écologie et politique entre la montée des eaux et la montée du FN. Après ces moments de convivialité, Nous allons commencer notre 3e tournage de Grain de Sel TV. Voilà, je décampe, je sors. certaines et certains s'éclipsent pour une petite sieste à l'ombre. On se retrouvera en fin d'après-midi pour le tournage. Moteur, ça tourne. Émission 10, intro, Alice, prise 1. On part à la rencontre de celles et ceux qui l'étudient au quotidien et qui s'engagent tous les jours. On va le refaire juste parce que moi j'étais un peu cramée. Pendant la pause, au port, entre mal de mer et mal de terre, des bateaux s'amarrent, d'autres démarrent. Des enfants partent se baigner, construire des châteaux de sable que les vagues coquines viendront aplatir. Les badauds flânent et profitent de la reprise estivale, de ce temps suspendu. Et moi, la petite jeune de l'équipage, je monte à bord pour vous et vous raconterai ce qui se passe derrière les coulisses qui prennent la forme de voiles. À l'abordage. On vient mettre notre grain de sel. L'étang de Thau est un espace lagunaire qui est fortement soumis à l'activité humaine. C'est pourtant ici, il y a bien longtemps, au milieu du XXe siècle, qu'ont été développées les premières techniques d'élevage de coquillages, d'huîtres, en l'occurrence en eau profonde. Le lieu, le bassin de Thau, c'est un lieu vraiment important pour la production d'huîtres et de moules. Ça représente près de 2000 emplois directs et des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. La pêche aussi a toute son importance sur le territoire, puisque 800 à 1000 emplois directs et indirects découlent de la pêche dans le bassin de Thau. Et ce n'est pas tout. Dans l'étang, il y a aussi plusieurs dizaines d'espèces de poissons tout aussi variés que la lesse, le mulet ou encore la dorade. Donc on l'a compris, l'étang de Thau, c'est un haut lieu de la pêche
et de l'activité conchilicole. Alors comment est-ce qu'on peut concilier ces activités avec la préservation de l'environnement et surtout de la ressource naturelle? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui avec nos invités du soir. Denis Regler, bonsoir. Vous êtes le directeur du comité régional de la conchiliculture de la Méditerranée. C'est la chambre des métiers des conchiliculteurs, c'est ça? Exactement, de tous les producteurs d'huîtres de moule, de la frontière italienne à la frontière espagnole. Merci d'être avec nous. Claudia Azaïs, bonsoir. Vous êtes capitaine pêcheuse de l'étang de Thau et vous êtes prud'homme aussi des pêcheurs de Marseillan. Ça veut dire quoi, prud'homme? Alors, la prud'homie, c'est une institution ancestrale spécifique à la Méditerranée. Le rôle de la prud'homie et des prud'hommes, c'est de préserver la ressource, l'environnement, en instaurant des réglementations et en surveillant l'environnement. Donc vous êtes la représentante des pêcheurs de Marseillan. Je les représente, tout à fait. Et enfin, Mundini Ngunawan, bonsoir. Vous travaillez au CPIE du bassin de Thau, c'est le Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Oui, tout à fait. Et la particularité du CPIE du bassin de Thau, c'est qu'on est organisé en réseau. Il y a 20 structures dans notre réseau, dont le CRCM et dont la prud'homie. Donc vous connaissez un peu tous les trois et vous travaillez ensemble et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. On va commencer par un petit tour d'horizon. Claudia, je commence par la pêche. Combien y a-t-il de pêcheurs dans l'étang de Thau? Et vous, quelles sont les techniques que vous utilisez pour pêcher? Alors, le nombre de pêcheurs est assez variable d'une année sur l'autre. On va dire en moyenne 160 sur toute la lagune. Parce qu'on dit le bassin de Thau, la lagune de Thau ou l'étang de Thau, les trois appellations sont exactes. Les méthodes de pêche sont la pêche au petit métier. Donc, on est des pêcheurs qui sont polyvalents pour pouvoir pêcher plusieurs espèces en fonction de la saisonnalité. Et surtout de pêcher raisonnablement en préservant la ressource. Donc ça veut dire quoi concrètement les techniques? C'est le filet, c'est ça? Tout à fait, on pêche au filet, on peut pêcher avec du filet qu'on va mettre en place le soir ou avec des filets qui sont en poste 24 heures sur 24. Mais dans tous les cas, ce sont des engins de pêche qui vont permettre de sélectionner le poisson. Et quelles espèces vous pêchez, vous? On peut avoir toutes les variétés de Méditerranée qui rentrent dans le bassin de Thau, comme la dorade, le loup, la sole. Il y a aussi de l'anguille qui rentre sur le bassin de Thau. On a d'autres variétés un peu moins nombreuses comme le rouget, l'encornet, la sèche. Il y a énormément de variétés d'espèces plus ou moins grosses. On a la crevette aussi, on a d'autres coquillages, on a des crabes, on a des oursins, on a des palourdes. On a une variété vraiment très riche, que ce soit en poisson ou en céphalopode ou en coquillage. On a des escargots aussi. Vous sortez d'ailleurs tous les jours, c'est ça? La pêche, c'est tous les jours. Par exemple, hier... Alors, par exemple, on est sur une période, la saisonnalité actuelle nous permet de pêcher de la dorade royale de Méditerranée qui rentre dans la lagune fin février, qui va rester jusqu'à mi-novembre, fin novembre. Donc, pendant toute cette période-là, on va essentiellement pêcher la dorade. Après, il y a aussi le loup qui est en grand nombre. Donc, on essaie de positionner les filets le soir très tard, de les lever très tôt le matin et de ramener la meilleure pêche possible à la maison. Je précise qu'on tourne cette émission au mois d'août. Voilà, donc c'est la saisonnalité. En effet, la dorade, on est en plein dedans. Denis Regler, on va parler maintenant des huîtres. Alors, comment est-ce qu'on cultive les huîtres sur le bassin de Thau? On cultive les huîtres sur le bassin de Thau d'une façon très particulière, typique à la Méditerranée, qui est une mer avec de petites marées, donc pas les grandes marées de l'Atlantique. Donc c'est un élevage qui est toujours en eau profonde, sur des tables conchilicoles ou, quand c'est dans la mer vraiment ouverte, sur des filières. La structure elle-même des tables, c'est 33 rails plantés dans le sol, dans le fond du bassin de Thau. La profondeur moyenne, c'est 5 mètres, mais ça va de 3 mètres à 11 mètres, les zones les plus profondes. Le bassin de Thau, c'est quand même la plus grande lagune de Méditerranée en volume, quoi. C'est une mer intérieure, c'est une mer très particulière avec des espèces endémiques. Juste on parlait de la diversité, il me semble qu'il y a 200 espèces animales et 300 espèces végétales dans le bassin de Thau. Donc la zone avec la plus grande biodiversité de Méditerranée. Donc, les conchiliculteurs, ils plantent des rails dans le fond de l'étang, ils mettent des perches et des madriers par-dessus et ils pendent des cordes. Et sur les cordes, on colle les petites huîtres, une à une. Donc, chaque conchiliculteur connaît toutes les petites huîtres qu'il a mis dans l'eau. C'est très artisanal, c'est très manuel, c'est très méticuleux. Et ça donne un produit très typé et spécifique de la Méditerranée, avec un goût fort, avec une coquille en général qui a une très jolie forme, très colorée. Et un produit qu'on reconnaît facilement. Les petites huîtres, on appelle ça les naissins, c'est ça? Les naissins. Oui. Mais ces naissins ne viennent pas Alors, d'ici. une petite part vient du captage naturel dans le bassin de Thau, mais l'essentiel, parce que c'est difficile de capter dans le bassin de Thau, dans une zone où il n'y a pas ces marées,
pour des raisons très techniques. Donc on achète beaucoup de petits naissins en Atlantique, soit auprès des capteurs, des naisseurs, donc c'est des naissins sauvages, soit auprès des écloseries. Et après on les amène ici, on les fait pré-grossir, on les colle. Une fois qu'elles sont collées, on les laisse pousser tranquillement. Éventuellement, on les exonde régulièrement pour renforcer la coquille, pour obtenir un produit encore plus beau. Et puis après, on les récolte. Enfin, c'est beaucoup de travail manuel, beaucoup de charroi entre le mas, la base à terre et l'étable. Travail très particulier, très différent de celui de l'Atlantique. Pêche du jour et les huîtres pêchées dans le bassin de Thau se retrouvent dans les paniers de Thau, initiative lancée par le CPIE. Et je crois, Claudia, que vous en êtes à l'initiative. Alors, c'est quoi ces paniers de Thau? C'est des circuits courts, en fait, c'est ça? Alors, j'y suis depuis l'origine. J'y suis pas l'initiative. L'initiative est d'Émilie Varro. On est parti sur un petit circuit panier poisson coquillage qui aujourd'hui a très bien fonctionné. Et on est aujourd'hui sur les paniers de Thau parce que ça englobe plus que du poisson et du coquillage, on est vraiment sur des producteurs, marché de producteurs. Qui dit pêche raisonnée et production responsable, il y a aussi consommateurs qui font le choix de se tourner vers des circuits où il n'y a pas d'intermédiaire. C'est ça que vous défendez, Mundiling? Exactement. Si je peux rajouter aussi à l'initiative, donc le panier poisson coquillage a été lancé par un groupe de citoyens bénévoles à Montbazin. Et en fait, le projet donc, est devenu le projet du circuit court des paniers de Thau. Et le circuit court de paniers de Thau, c'est un circuit court, donc un circuit de proximité qui met en relation directement les producteurs et les consommateurs. Et maintenant, ça fait 13 ans qu'il existe et il vit grâce à des citoyens qui sont engagés et qui quotidiennement accompagnent les producteurs. Et il vit évidemment aussi grâce aux producteurs qui viennent chaque semaine. Il y en a combien en tout On a 70 producteurs. 36 bénévoles qui s'occupent de faire vivre ces 5 groupements d'achat. Le circuit court est sur 5 communes, donc Frontignan, Poussan, Ballaruc, Marseillan et Montbazin. Il y a presque 1600 clients, je crois. Oui, on a 1500 consommateurs actifs et près de 6000 familles qui sont inscrites sur le site des paniers de Thau. Ces circuits courts, c'est ça le débouché de la filière? L'avenir de la production en France, c'est aussi le circuit court et la dégustation. Parce que souvent, on est un peu plus cher que les produits qui viennent du bout du monde. Mais par contre, la qualité n'est pas la même. Le contact permet de mobiliser les producteurs pour avoir le meilleur produit puisqu'ils sont confrontés aux consommateurs directs qui revoient toutes les semaines. Donc le circuit court, la vente directe et la dégustation, c'est des métiers qui se développent à grande vitesse autour du bassin de Thau. Et c'est vraiment l'avenir et ça fait... Les producteurs aiment travailler pour le consommateur aime ce pays et les gens qui y travaillent parce qu'ils se rencontrent. Donc c'est vraiment l'avenir, c'est ce qui permet à nos métiers qui sont quand même faits par des gens artisanaux dans des petites entreprises familiales, ça leur permet d'être toujours là et de continuer à être là et parfois d'être plus solides que les grosses entreprises qui sont un peu ballottées. L'éthique dans l'assiette, c'est aussi acheter au juste prix. Je voyais hocher la tête, Claudia. C'est important pour la pêche, les circuits directs, la vente directe auprès du... Oui, complètement. Moi, j'ai deux points importants qui me permettent de continuer les circuits courts parce que je trouve que c'est formidable. La première, c'est qu'on rentre en contact avec la personne et surtout, on a des petits bambinos, quoi. C'est des jeunes de 10 ans, 9 ans, 8 ans qui viennent voir qu'est-ce que j'ai dans le panier aujourd'hui, madame. Et ça, c'est formidable parce que c'est la nouvelle génération et il faut les inciter à manger local. Après, c'est vrai que le tarif est intéressant parce que c'est un tarif qui est fixe sur l'année, qui nous permet après d'avoir une relation de confiance entre le pêcheur et le consommateur. Peu importe si l'espèce est plus ou moins noble, la quantité reste la même, le prix restera le même aussi. Mais ça va permettre d'avoir une confiance entre le pêcheur et le consommateur et le futur consommateur qui est peut-être dans le ventre de la maman aussi parce que ça passe par tout ça. Moi, c'est cette nouvelle génération que je voulais toucher aussi. On va parler un peu plus spécifiquement de vos deux métiers parce que la pêche et la conchyliculture sont soumis à d'importants défis, notamment avec le changement climatique, avec la salinisation de l'eau, avec le réchauffement des eaux. On va le voir. Je vous propose de regarder cette image qui a été prise en 2018. On appelle ça la malaïgue. Vous voyez l'eau du bassin de Thau qui est vert. C'est un peu une couleur verte, une couleur vert-brun. La malaïgue, c'est ça, je prononce bien, Claudia. Qu'est-ce que c'est la malaïgue ?
La malague, c'est un phénomène naturel qui arrive des fois dans le bassin de Thau, qui est dû à une suite d'une forte chaleur et un manque d'oxygénation. Et fort heureusement, ça ne remplit pas tout le bassin de Thau. Ce sont certaines zones qui sont impactées. Et malheureusement, tout ce qui va se retrouver dans cette zone soit meurt, soit le poisson est obligé de se déplacer sur une autre zone pour rester vivant. Mais par contre, tout le sol, malheureusement, sur ces zones-là, les herbiers qui sont très riches dans la lagune vont mourir. Il n'y a plus d'oxygène, quoi. C'est ça, Denis Regler. Vous réagissez comment, vous, à cette... Parce que En fait, il y a deux types de malailles. Dans le passé, on avait des malailles parce que le milieu était trop riche en algues. Et c'est comme la matière organique qu'on pose et qui fermente. Donc, toute cette matière organique en excès est fermentée. Et bien, en fermentant, elle consomme l'oxygène dans l'eau. Donc, il n'y a plus d'oxygène dans l'eau. Ça crée de l'humus, si on veut, mais ça enlève l'oxygène. Et donc, il n'y a plus d'oxygène dans l'eau. Le phytoplancton meurt, tous les zooplanctons meurent. Et ça accélère. C'est comme un feu de broussailles après. La malaille crée la malaille. Et tous les coquillages en élevage qui sont dans la zone de malaille, ils survivent un jour ou deux et après ils meurent. Oui, ça a été compliqué pour vous d'ailleurs en 2018, les grosses pertes. La conchyliculture, quand il y a une malaille, c'est souvent une catastrophe parce que les zones touchées, c'est la mortalité totale en général pour les moules et un fort pourcentage pour les huîtres. Donc c'est une vraie catastrophe. Même si c'est vrai, comme Claudia le dit, c'est un phénomène naturel, après la malaille, la vie explose. Le milieu s'est auto-épuré, hop, ça redémarre. Juste maintenant, la dernière malaille on a été tranquille avec la malaille pendant 12 ans. Et la dernière malaille, en 2018, elle, c'était une malaille différente. C'était une malaille de pure chaleur. Si on était à 31, 32 degrés, et ça, c'est trop pour le milieu, c'est trop pour le coquillage. Et on a eu donc toutes les moules qui sont parties et beaucoup d'huîtres. C'est une nouvelle malaille liée au changement climatique. À quels autres défis les conchyliculteurs du bassin de Thau sont confrontés justement liés au changement climatique? Le changement climatique, c'est plus de chaleur et moins de pluviométrie en général. Bon, c'est pas toujours le cas, cette année c'est moins le cas, mais souvent c'est comme ça. Donc la chaleur, c'est dangereux parce que trop de chaleur, ça tue les animaux dans l'eau et c'est pas bon. Et en plus, donc, la malaille, il n'y a plus d'oxygène, tout le monde étouffe. Et après, le manque de pluie, c'est très embêtant aussi parce que le milieu devient trop salé. Le bassin de Thau, il est plus salé que la mer. Paradoxalement, en étant doux, non, pas du tout, il est plus salé que la mer. Et trop salé, c'est inconfortable pour les phytos, c'est inconfortable pour tout ce qui vit dans le milieu toute l'année. Donc, les problèmes qu'on doit apprendre à régler, parce que le changement climatique, on ne l'empêchera pas. Il faut vivre avec, il faut apprendre à vivre avec. Maintenant, les conchyliculteurs et les pêcheurs aussi, on est habitués à s'adapter au changement et à trouver des solutions à flux tendu. Nous, ce n'est pas les solutions de la chimie, du traitement, des choses comme ça. C'est des solutions qui passent par l'adaptation. Donc, par rapport au problème d'oxygène, on travaille, nous, à mettre en place des systèmes d'oxygénation avec des panneaux solaires, des tables, pour, pendant les quelques jours qui craignent, apporter de l'oxygène en insufflant de l'air, disons, dans les zones de table. Ça, c'est une solution qu'on est en train de mettre au point avec des panneaux solaires parce qu'il faut que ça soit durable et écologique, évidemment. Et pour le problème de l'eau douce, qui est très présent, en fait, notre projet, notre souhait, c'est de rétablir les liens qui existaient entre le fleuve Hérault et le bassin de Thau. Dans le passé, l'embouchure de l'Hérault passait en partie par le bassin de Thau. Ça a été coupé par un certain nombre de travaux agricoles et de circulation fluviale. Et nous, notre demande, notre volonté, c'est de travailler pour rouvrir cette communication. Et si l'eau de l'Hérault arrive à Marseillan, déjà la capacité, rien qu'en utilisant le canal du Midi, on arrivera à combler 50% des déficits hydrologiques. Et en gérant un peu, il faut qu'elle arrive par Marseillan et qu'elle sorte par Sète et qu'elle irrigue cette eau douce l'ensemble du bassin de Thau. C'est-à-dire que si je comprends bien, il y aurait plus d'eau douce et donc moins d'eau salée dans le bassin de Thau et plus d'eau tout court. Au lieu d'être à 42 pour 1000 de salinité, on se retrouverait à 37, ce qui est mieux pour la vie en général. Claudia, vous aussi, vous êtes confrontée à ce changement climatique, à ces conséquences du changement climatique en tant que pêcheuse? Oui, moi je pense que par rapport au taux de salinité, c'est important autant pour le poisson que pour le coquillage. Donc c'est important d'apporter cette eau douce qui est en manque là actuellement. Comment vous vous adaptez? On n'a pas trop de solutions, là on subit plus que ce qu'on s'adapte. Vous avez vu dans le nombre d'espèces, la qualité des espèces que vous pêchez, des différences là depuis quelques années? On a repéré qu'il y avait de nouvelles espèces, pas spécialement les bienvenues.
Donc on a beaucoup de nouvelles espèces dues justement à la température qui est très élevée de l'eau. Comme par exemple laquelle? Mais des poissons qui vont rentrer, qui sont plus ou moins carnivores, qui vont manger les autres poissons que nous avons l'habitude de pêcher d'habitude, qui sont inoffensifs. Donc plutôt des carnassiers, voilà, pas très bienvenus chez nous. Des barracudas. Ils Des ont pêché des barracudas comme ça dans le bassin de Thau. Ah oui, c'est assez étonnant. Alors c'est surprenant et puis c'est pas très... voilà. C'est pas Et le très- crabe bleu aussi, malheureusement. Le crabe bleu aussi, ouais, on en parlait quand on a Oui, préparé cette qui émission. prolifère pas mal, le ouais. crabe bleu. Qui est une espèce invasive, hein, ça qui a été apporté. Tout à fait, c'est une espèce d'Amérique. invasive. En quoi vos deux métiers se complètent, sont dépendants l'un de l'autre? On a tous les deux les mêmes besoins. C'est un milieu naturel de super bonne qualité pour vivre, puisque nous, on n'alimente pas le coquillage, on ne met pas d'engrais, on ne met pas de produits de traitement. C'est la qualité du milieu. Et les pêcheurs, c'est pareil. Ils ne donnent pas à manger aux poissons. Il faut que le milieu soit productif et nous apporte la richesse. Donc, pour que le milieu soit riche, il faut qu'on n'y fasse pas n'importe quoi. Il faut qu'il n'y ait pas trop de bateaux de plaisance avec des peintures anti-fouling qui ne sont pas bonnes pour les milieux. Il ne faut pas trop d'urbanisation, pas trop de rejets. Donc, on a le même combat par rapport à la protection du bassin de Thau et du bassin versant. Parce que le combat ne s'arrête pas au bord du bassin de Thau. C'est tout ce qui se fait en amont qui doit être maîtrisé et géré. Et on a commencé, c'est le premier schéma de mise en valeur de la mer qui a été mis en place sur le bassin de Thau, justement pour dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi sur le bassin versant. Et maintenant, on a un SCOT avec un volet maritime, on a des tas d'outils réglementaires qui évitent ce pays de devenir une espèce d'usine à touristes où il n'y aurait que des constructions de partout. Non, il faut partager, il faut respecter le milieu en aval, on ne peut pas tout faire. Nous, c'est une oasis de vie, il faut la préserver et ça implique des tas d'obligations en amont. Et d'ailleurs, en termes de réglementation, c'est la Prud'homie de Marseillan qui décide des règles dans le bassin de Thau. La Prud'homie marseillan va décider effectivement des règles par rapport à la ressource surtout pour préserver les futurs consommateurs et les futurs pêcheurs. On sélectionne donc avec ces filets qu'on appelle des capéchades ou des triangles. C'est du poisson qui va être pris, qui va être vivant. Quand on va arriver sur le filet, du coup, on peut de suite trier le poisson et remettre tous les alevins ou tous les poissons qui ne sont pas à la taille, on les remet de suite à l'eau. Parce qu'il y a des techniques où on capture tous les poissons et où Disons que l'idée, c'est l'idée du petit métier, c'est ça, c'est de pêcher un poisson qui est à la taille, qui est commercialisable. C'est la seule façon de pouvoir préserver la ressource aujourd'hui. Donc de les sélectionner de ne pas et de relâcher. dans la nature, de ne pas ponctionner un poisson qui n'est pas consommable. Il faut le laisser vivre, le laisser grandir et c'est ce qui va permettre d'avoir de la ressource plus tard. Et est-ce que parfois vous allez du coup dans les parcs à huîtres pour les aider à... Oui. Alors en fait, il faut savoir qu'un pêcheur dans le bassin de Thau, on va dire, on a 80% des pêcheurs du bassin de Thau qui sont aussi ostréiculteurs, donc qui ont la polyvalence des deux métiers. Donc c'est vrai que quand on est pêcheur, on va aller de nuit pêcher dans les parcs à huîtres parce que c'est là où le poisson va aller consommer et qu'on va pouvoir du coup Sans payer. Voilà, qui va aller à la cantine comme on dit et du coup on va essayer nous de nuit de défrayer ce poisson, le faire sortir des parcs à huîtres et de ce fait on le pêche, on fait une pierre de coups parce qu'on fait plaisir en plus aux congéliculteurs et nous on est contente parce qu'on rentre avec de la marchandise à la maison. L'enjeu de demain, c'est aussi que le consommateur il s'éduque à la variété des espèces présentes ici dans le bassin de Thau. C'est aussi ça, les paniers de Thau, c'est aussi sur ça que vous travaillez, Moudini? Oui, tout à fait. En fait, les objectifs du circuit court, enfin les enjeux du circuit court, c'est évidemment valoriser les produits locaux, créer un lien fort entre les producteurs et les consommateurs, mais c'est aussi sensibiliser sur les choix alimentaires, éduquer sur le goût, la saisonnalité, les manières de produire. Autour du circuit court des paniers de Thau, il y a des éducateurs en environnement qui viennent intervenir pour justement sensibiliser les gens à leurs choix alimentaires, pourquoi acheter dans un circuit court, pourquoi soutenir une agriculture locale, un petit producteur. Voilà, c'est ce qu'on fait de son argent est hyper important. Et du coup, chaque achat qu'on fait permet aussi de soutenir les producteurs et puis de transformer la société petit à petit. Et comment est-ce que vous les soutenez justement les producteurs? Comment le CPIE les accompagne concrètement? Nous, concrètement, on gère le côté administratif du circuit court des paniers de Thau. On a un site internet qui permet de faire les commandes en ligne sur ce site. Et après, c'est vraiment les bénévoles, le groupe de bénévoles qui s'occupent pour chaque groupement d'achat de leurs producteurs, de faire rentrer des producteurs aussi et d'accompagner toutes les semaines leurs producteurs. Nous, on arrive en soutien. On a un rôle de médiation, de coordination, de facilitateur en gros. On va faire de la communication, on va organiser aussi des événements festifs.
on va co-organiser avec les bénévoles, on va proposer des visites dans les fermes, des sorties avec le bateau de Claudia, des chantiers participatifs pour que en fait, le lien soit fait. Et forcément, quand on se sent impliqué, on a tendance à faire plus attention après à ce qu'on met dans son assiette. C'est sûr que quand on ressent, quand on voit comment ça se passe, comment les produits sont produits tout simplement, on sait où est-ce qu'on met son argent, on sait ce qu'on fait, quoi. Et ça donne du sens. Et aussi, ça donne un petit peu d'énergie pour changer son comportement, puisque c'est difficile de changer son comportement. C'est facile de consommer local, mais ça nécessite de changer ses comportements. Et ses habitudes. Ses habitudes, c'est-à-dire qu'il faut commander par exemple là sur le site, il faut se déplacer. Peut-être il y a une grande diversité de produits, donc généralement les consommateurs arrivent à trouver tout leur bonheur et puis on peut compléter avec des commerces locaux. Il n'y a pas que les coquillages et la pêche, il y a aussi toutes sortes de produits qui sont disponibles sur le site. Comment est-ce qu'on peut éduquer aussi le public? Ça passe par la vente directe, les dégustations, la visite des parcs à huîtres d'Irigoyen? Disons, la visite directement des parcs à huîtres, c'est pas possible puisque les bateaux ne sont pas prévus pour ça, ils sont pas assurés pour ça. Donc un conquiliculteur, si vous dites non, je peux pas te prendre sur l'eau, c'est pas de sa faute, c'est qu'il n'a pas le droit. Par contre, il y a une façon formidable de découvrir le métier, le producteur et les produits, c'est d'aller dans les établissements qui font de la dégustation directement dans l'établissement de production. Donc c'est très encadré, il y a des règles, il y a des arrêtés qui précisent tout ça, mais c'est super top, c'est beau parce qu'on est au bord de l'eau, sur une terrasse, on déguste les bons produits et le producteur vous explique comment il les a fait, etc. C'est très convivial. Sur les 450 entreprises du bassin de Thau, il y en a plus de 40 qui font des dégustations actuellement et la tendance est croissante parce que c'est un vrai succès, même il faut parfois réserver à l'avance tellement c'est couru. Et je pense que c'est aussi un moyen de découvrir. Et en même temps, ils découvrent les vins locaux et tous les autres produits qui sont sympas dans la région. Donc, c'est pas mal. On va conclure cette passionnante discussion avec la traditionnelle question qu'on pose à nos invités. Une recommandation pour nos téléspectateurs, nos téléspectatrices. Qui veut commencer ? Alors moi, si je peux me permettre, en fait, ça serait tout simplement ce site exceptionnel que l'on vit, dans lequel on vit tous les jours, enfin dans lequel je travaille et je vis tous les jours, puisque c'est mon bureau à ciel ouvert. Et c'est le lever du soleil qui est exceptionnel. Et je défie quiconque à venir le matin, prendre des photos, et tellement c'est beau et agréable et toujours différent. Le rendez-vous est pris, Claudia. Le bassin de Thau est un milieu de vie, de bouillonnement de vie exceptionnel. Vous mettez un truc dans l'eau, 2 jours après, il est déjà colonisé, habité, etc. Mais au niveau humain, c'est pareil. Le bassin de Thau, et là plus particulièrement Sète, parce que j'habite Sète, c'est un lieu de bouillonnement de vie et de culture. Et je recommande à tout le monde d'aller découvrir les peintres sétois, qui sont parmi les plus connus de France. Les peintres sétois. Les peintres sétois, j'articule mal, qui sont absolument ébouriffant et passionnant. Je ne connaissais pas trop il y a quelques années et maintenant je suis tombé dedans et je suis accro complet et je pense que ça vaut le déplacement. Et vous, Mondy? Pour moi, ma recommandation, c'est vraiment passer le plus de temps possible dans la nature, les pieds dans l'eau si on peut, au moins les mains dans la terre, pour sentir et pour préserver cet environnement. Vous, c'est ce que vous préférez faire? Oui. Clairement. C'est ce qui me ressource. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous raconter votre quotidien sur le bassin de Thau. Tout de suite, le reportage de cette émission. C'est assez étonnant, regardez. On vient mettre notre grain de sel. Il y a plein d'animaux différents. En fait, grosso modo, la biodiversité, c'est plein d'animaux différents. Est-ce que c'est important d'avoir beaucoup d'animaux différents? Ou est-ce qu'on s'en fiche finalement s'il y avait 3 espèces, ça marcherait? Dans un port, il y a de la biodiversité qui est présente. C'est important de la préserver. Les gens ne savent pas aujourd'hui qu'il y a de la biodiversité, qu'il y a de la vie dans les ports. Vous savez ce que c'est l'écologie? On a développé donc des outils qui s'adaptent à la fois aux enfants mais aussi aux grands pour leur permettre de mieux comprendre la vie d'un poisson qui est pondu au large et qui arrive sur la côte et qui doit trouver un refuge. Vous êtes tout petit poisson, d'accord? Et le but du jeu, c'est de traverser la bâche et d'arriver sur la dernière ligne qui est là, vivant. L'essentiel, c'est que votre espèce survive, en fait. Ah là 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 là, je suis désolée. Paradis des poissons, paradis des poissons. Et vous êtes fait pêcher par un chalut. Voilà. On va même jusqu'à sortir un module de l'eau. Donc on transforme un petit peu les enfants en petits scientifiques et on leur explique notre métier. Donc on va trier les coquilles d'huîtres une par une et on va fouiller
à la recherche d'une crevette, d'un petit poisson. Et on va les placer dans des aquariums tout autour pour évaluer la vie qu'il y a dans ce port-là sur un seul module. Vous avez vu tout ce qu'il y a d'acidie? Il y en a plein là, regardez. C'est ces gros trucs. Tiens, prends-le dans ta main. Si ça te mange, moi je le prends pas dans ma main, moi. Et au plus il y a de crabes, crevettes, coques, oursins, algues, etc. sur les modules, au plus il y a de poissons qui viennent trouver un abri parce qu'ils entendent tout le bruit que peut faire tout cet écosystème. Ils voient qu'il y a beaucoup de vie, beaucoup de choses à manger dessus, donc ils viennent d'autant plus sur les biohuttes quand ils ont de plus en plus d'ancienneté dans le port. Et toutes les coquilles qu'on a triées, on les met là. Mais regardez là, il y a un petit verre. Ah, moi aussi, j'en ai un de verre. Ils se rendent compte de tout ce qu'il peut y avoir comme vie et qu'il faut le préserver, il ne faut pas le polluer, il faut faire attention même en amont à la maison à utiliser des produits naturels, etc. Tous nos jeux, ils comprennent toutes ces règles de vie-là et c'est très important de sensibiliser les enfants d'aujourd'hui pour que demain, on essaye d'évoluer dans un monde meilleur. Quand vous allez manger du poisson, la prochaine fois, vous allez vous dire, bah, dis donc, ce poisson, bravo, hein. Il en a traversé des étapes. Hein. On vient mettre notre grain de sel. L'artiste que je reçois ce soir a touché un peu à tout. Elle est marionnettiste, metteuse en scène, artiste plasticienne. Elle a une compagnie de théâtre d'images. Gaëlle Bouchéride, bonsoir. Bonsoir Alice. Originaire du golfe du Morbihan, vous avez depuis toujours eu un pied dans l'art, un pied dans l'eau. C'est comme ça que vous vous définissez. Mais ce soir, c'est une exposition de photos que vous venez nous présenter. On peut les voir derrière nous, une série de photos d'une structure qu'on a pu retrouver dans vos spectacles précédents, des spectacles que vous avez tournés dans le monde entier, qui s'appelaient à l'origine Poisson pêcheur et puis ensuite Chronique de pêche. Alors, racontez-moi, qu'est-ce que c'est que cette structure qu'on voit et qui est prise en photo dans des lieux assez majestueux? Alors, cette structure, c'est quelque part le seul décor du spectacle. C'est plutôt issu des morceaux de bois mis au rebut d'anciens bateaux. Et pour moi, c'était indispensable de travailler avec ces morceaux de bois parce que c'était faire revivre des épaves. C'était pour moi en cohérence avec le spectacle. Des spectacles que vous avez tournés vraiment partout, hein, à Saragosse, à Vannes, dans les égouts de Paris aussi, en Corée. Alors racontez-nous un peu, ça vous a confronté au problème de la surpêche notamment? C'est encore plus émouvant si on va travailler dans des endroits qui ont un rapport à l'eau. Quand vous parliez de Saragosse, le public était les pieds dans l'eau. Donc c'est quelque part l'histoire d'un pêcheur qui part seul sur l'eau. C'est la figure allégorique de l'homme, seul sur la mer, mais seul dans la vie. Alors sur la question des conséquences de la surpêche, au départ, on travaillait dans ce spectacle avec du poisson frais. Donc on avait des étals on essayait qu'ils soient beaux avec des poissons, des dorades, des crevettes, des encornets, des maquereaux. Et puis lors de la première tournée qu'on a eue avec Chronique de pêche en Serbie, on s'est retrouvés, moi qui achetais le poisson, je me suis retrouvée confrontée à un gros problème. Parce qu'il n'y avait pas de poissonnerie. En fait, je n'ai pu qu'acheter du poisson congelé. Notre étal était pauvre. Et en fait, j'ai remarqué que notre pêcheur, dans le spectacle, il y a eu beaucoup plus d'émotions parce qu'il avait peu de poissons. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai poussé parce que, bien évidemment, ça posait cette question de la surpêche et du quotidien que nous-mêmes, on a face à cette question de la surpêche. À un moment donné, cette structure qui fait partie de votre spectacle, vous avez eu envie de la prendre en photo? Et en plus, une envie de la prendre sans public et sans acteur. Parce que je crois que pour moi, ça veut dire que la structure devant un horizon, en elle-même, elle me parlait, elle me renvoyait à quelque chose. Et c'est la question de l'absence qui crée la présence. C'est parce qu'on voit personne qu'on se pose la question de l'humain. Il est où là-dedans, l'humain? La plupart des photos, ce sont des photos qui sont prises en extérieur, devant des paysages, c'est-à-dire on a devant les salins de Gruissant, devant le golfe du Morbihan, etc., etc. Et j'ai eu envie, à un moment donné, de faire se rejoindre, d'avoir des diptyques, des triptyques. Et je me suis questionnée sur, le lien qu'il y avait entre les mers
Et en fait, on voit la Méditerranée qui va rejoindre l'Atlantique, etc. Et de ça, je me suis posé la question de la ligne d'horizon qui est justement prémisse d'un autre spectacle qui s'appelle Ligne d'horizon. Moi, j'ai eu l'idée des photos, mais c'est pas moi qui l'ai réalisé, c'est un cadeau. C'est un cadeau de David Lebars qui a conçu et réalisé cette exposition. Vous travaillez sur la question de l'eau, la présence de l'eau, la fragilité aussi, notre fragilité en tant qu'humain face au changement climatique. On a parlé de la surpêche. La question de la fragilité, ça découle d'un de vos spectacles. Il y a 20 ans déjà, c'est le Talon d'argile, vous m'en parliez. Pourquoi cette place de la fragilité dans votre œuvre ? En fait, j'ai eu envie de travailler sur la sculpture et sur la question du mouvement. Et j'ai travaillé autour de Rodin, Camille Claudel, Ousmane Sow, Giacometti, tous des protagonistes de la question du mouvement. Or, à ce moment-là, j'étais vraiment marionnettiste et quelque part, c'est travailler de l'inanimé à l'animé. Et comme disait Yourcenar, le jour où une sculpture est terminée, sa vie en un sens commence. Donc pour moi, c'était vraiment cohérent. Mais travailler sur cette histoire de mouvement nous amène à la question de l'équilibre et du déséquilibre. Et donc de la question de jusqu'où ça tombe, etc. Et donc de la fragilité. Et j'ai vu que, au fur et à mesure, dans mes spectacles, ça a été la question principale, sous-adjacente dans la démarche de la compagnie. Dans un instant, on va voir projeter des dessins que vous avez faits au rétroprojecteur, toujours autour de la question de l'eau. Rapidement, est-ce que vous pouvez m'en parler ? J'ai eu une envie de travailler avec un médium un petit peu différent, qui est un rétroprojecteur complètement trafiqué. Et en peignant directement sur ce rétroprojecteur, que ça soit avec de la peinture, en tout cas avec de la matière. Donc certaines personnes peuvent dire que c'est du théâtre de matière. Et après le théâtre d'image, le théâtre de matière, voilà. Oui, où je rentre pas trop dans des cases où elles sont assez poreuses. Et toujours est-il que en peignant sur ce rétroprojecteur, on projette des images, que ça soit sur des écrans, sur des bâtiments, etc. Et c'est ce qu'on va voir dans un instant, Gaëlle. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être venue nous présenter votre travail. Grain de sel télé, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Je vous retrouve très vite pour un prochain numéro consacré au récif artificiel ou comment aider le vivant, tout un programme. En attendant, prenez soin de vous et surtout de la mer.